c'est là que je lui explique que je veux absolument courir mon semi-marathon le 5 septembre, qu'il ne m'en empêchera pas, qu'après je serai toute oui pour tout le reste et que je serai prête à faire tout ce qu'il me dira, mais que je veux absolument courir et commencer ou terminer, je sais pas, là-dessus. Et voilà, et j'ai pris le départ ce 5 septembre 2021 à Paris et ça a été super de passer la ligne et de me dire que 3 jours après, je me faisais opérer. Waouh, moi je trouve ça hyper symbolique et vraiment une espèce de victoire. Ouais. J'ai sans doute aussi surmonté ça parce que j'avais cet échappatoire qui était le sport et la course à pied. Ne pas mettre cette vie entre parenthèses, quoi. Donc forcément, j'avais ce sentiment qu'on allait penser de moi, oui, en fait, t'arrives à aller courir, t'es pas si malade que ça. Tu t'arrêtes de travailler, mais t'arrives à aller courir. C'était un vrai sentiment, une vraie peur qu'on me voit comme quelqu'un, en fait, ça a l'air d'aller, quoi. Ton cancer, il doit pas être si grave que ça. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. J'ai reçu un message de Céline il y a 1 an, je m'en souviens comme si c'était hier. 36 ans, de jeunes enfants. Pour elle, le cancer était synonyme avec faim, avec mort. Et on peut parfaitement la comprendre. Elle avait un passé tellement lourd avec cette maladie, ayant perdu sa mère, sa grand-mère et sa meilleure amie en 3 ans. Comment ne pas associer ? Comment ne pas se dire que sa propre issue sera la même ? Je me souviens avoir ressenti de la colère contre cette maladie quand j'ai reçu son message et me dire « Mais est-ce que ce foutu cancer peut pas foutre la paix, désolée pour le choix des mots, à cette jeune femme qui a perdu 3 personnes proches ?» Elle a été accompagnée pour gérer tout cela et surtout retrouver espoir et confiance en la vie. Pas à pas, elle a regagné confiance. Ce cancer n'allait pas la foutre à plat, les traitements oui, mais pas le cancer. Céline n'a pas arrêté de se mettre en mouvement. Faut dire qu'elle avait une culture sportive depuis toujours, mais elle dit aujourd'hui que la course à pied a été sa manière de gérer toute cette angoisse et de passer à travers cette tempête. C'était son échappatoire à elle, sa petite bulle où tête et corps ne faisaient plus qu'un, où tout semblait aligné, et elle oubliait le temps de sa course qu'elle était malade. Et puis, indéniablement, quand on court, on se prend un méga shoot d'endorphine qui nous rend euphoriques. Je réalise bien que la course à pied n'est pas donnée à tout le monde, et perso, je suis vraiment pas fan. Il fut un temps où j'adorais, mais j'insiste plus sur le fait de trouver cet échappatoire, cette petite bulle qui nous fait du bien, qui nous ressource, ce moment où on se sent bien ou mieux parmi tous ces traitements. Que ce soit de la marche, de l'art-thérapie, du reiki, ce moment qui nous fait sortir de cet état de malade. Avec le sport, mais avec beaucoup d'activités, c'est aussi chouette de se fixer des petits défis et de célébrer des petites victoires. Céline se sentait dans la vie et elle était heureuse de ne pas mettre sa vie entre parenthèses. On parle également d'acceptation. Accepter que le corps ne soit plus aussi performant alors qu'on est si jeune. Accepter ce chemo brain et cette fatigue terrible de l'après. Accepter que les traitements ne soient pas finis et qu'il y a encore pour X années d'hormonothérapie. On a aussi parlé du sentiment d'imposteur qu'elle a ressenti. Tu arrives à aller courir et tu travailles pas, c'est que ton cancer n'est pas si grave. J'aimerais terminer par dire ceci. On ne sait jamais ce qu'une personne peut vivre loin à l'intérieur et à quoi ça fait référence. Le cancer était terrifiant pour Céline à cause de son passé et la course à pied lui a permis de passer à travers cette tempête de la manière la plus positive possible. Ça vaut vraiment la peine de comprendre ce qui drive une personne. Et c'est toute la richesse de mes échanges avec mes invités. Quelle joie de pouvoir aller au cœur de chacun et d'échanger sur ce qui les anime au plus profond d'eux-mêmes. Merci à Céline et bonne écoute à tous. Bonjour Céline. Bonjour Delphine.
Merci 1000 fois de témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Alors, on devait enregistrer le dernier jour de tes rayons. J'aurais trouvé ça quand même assez symbolique, mais on a eu pas mal de petits obstacles et d'embûches un peu à l'image du cancer. Tu as terminé tes traitements il y a combien de temps en fait? Il y a 10 jours. Ben voilà. Donc c'est quand même tout récent. Voilà. Et puis tu as eu toi-même le Covid, donc enfin voilà, on a eu quelques petits obstacles. Ça fait longtemps que j'ai plus enregistré via Zencaster. C'est vrai que je préfère toujours le présentiel, mais c'est malheureusement pas toujours possible. Alors aujourd'hui, on va retracer un petit peu ton parcours. On va parler de ce que tu as mis en place pour t'aider pendant tes traitements. Je t'avoue que j'étais toujours très impressionnée par tes photos. Donc, on va parler de course à pied, mais c'est pas tellement le propos parce que, voilà, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais voilà, moi je cours pas. Est-ce que ça va réellement m'aider? Mais c'est pas le propos du podcast. C'est vraiment qu'est-ce que tu as mis en place pour traverser cette épreuve qui avait quand même une charge émotionnelle très lourde pour toi. Alors déjà pour tout le monde, on sait bien que le cancer est une maladie mortelle, mais c'était d'autant plus lourd pour toi parce que tu as perdu ta maman très jeune, ta grand-mère. Donc je me souviens quand on a parlé, tu m'as tout de suite dit en fait cancer était synonyme avec mort et avec fin, évidemment par rapport à tout ce qui s'est passé dans ta famille. Donc voilà, écoute, je te laisse commencer où tu veux, terminer où tu veux. D'accord. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. On va peut-être pas passer trop de temps à parler de tes traitements et tout ça, mais peut-être juste donner le cadre. Oui. Quel type de cancer, ton âge, quand même les traitements que tu as eus. Oui, tout à fait. Et puis après, on va aller dans le vif du sujet. D'accord, ça marche. Écoute, voilà, déjà, je suis ravie de participer à ce podcast avec toi. Alors, en ce qui me concerne, donc j'ai 36 ans. Je vis en Charente et j'ai appris que j'avais un cancer du sein au mois d'août, un vendredi 13. Donc autant me dire que c'était vraiment pas la journée pour apprendre ça. Je suis pas superstitieuse, mais je dois dire que ce vendredi 13 reste gravé dans ma mémoire. Voilà, donc on m'annonce que j'ai un cancer du sein. Au départ, ils étaient super optimistes, on va dire, voilà, que c'était très localisé, que évidemment on allait faire tous les examens, mais que on allait passer par une j'arrive jamais à le dire, je suis désolée. Tumorectomie. Voilà, une tumorectomie. Et puis voilà, normalement, il y aurait eu que des rayons derrière, et puis c'était une affaire classée. Oui. Sauf que, on opère, on analyse, et il s'avère que les ganglions sont atteints. Et donc, plus grave que prévu. Le chirurgien était vraiment désolé de m'avoir fait une fausse joie, on va dire. Il m'a plutôt annoncé que ça allait être beaucoup plus long que prévu et que j'allais avoir le cocktail. Voilà. Alors moi, j'ai eu 3 EC. Ensuite, j'ai eu les 12 Taxol et j'ai enchaîné avec 25 séances de radiothérapie. Ok, voilà. Donc cancer hormonodépendant. Avec l'hormonothérapie qui t'attend, à moins que tu l'aies déjà commencé. Je ne l'ai pas commencé. Il me laisse me reposer parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu le Covid. Derrière le Covid, j'ai été extrêmement malade. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Est-ce que c'est les rayons? Est-ce que c'est l'accumulation des traitements? Oui. Je ne sais pas. Et j'ai eu du mal à faire surface. Et on va dire que là, je refais surface seulement là maintenant. Donc, il me laisse me reposer avant de recommencer ce nouveau traitement qui va sans doute demander des petits ajustements et pour lequel je suis assez frileuse. Je sais qu'il va falloir quand même y passer pour se sécuriser. Oui, écoute, voilà. Tu sais, voilà, je pense qu'on est toutes frileuses avant de démarrer et je pense qu'avec tout ce que tu as mis en place pendant tes traitements, ça va énormément t'aider pour la suite, hein, on le sait en fait, hein, en plus c'est réellement prouvé. J'ai enregistré un podcast sur le sport et le cancer et il passe d'ailleurs dans quelques jours. On a beaucoup parlé d'hormonothérapie justement et du sport, donc voilà, cette annonce avec des enfants de quel âge et cette annonce qui retentit en toi. Voilà, donc l'annonce, effectivement, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon donc au mois d'août qui avait 14 ans, une petite qui allait tout juste avoir 6 ans. On leur a pas caché, on a été très vite. On leur a dit les choses très clairement. Évidemment, mon fils m'a tout de suite dit ce que t'as, c'est exactement ce qu'a eu ta mère, quoi. Donc forcément pour lui ça a retenti aussi comme un peu la fin. Parce que donc j'ai un passé assez lourd avec la maladie. J'ai été confrontée à ça relativement tôt, hein. J'avais 19-20 ans. Donc ma mère est tombée malade et n'a pas survécu à son cancer, qui n'était pas un cancer du sein, mais un cancer du côlon qui s'est métastasé
bref, qui a mal tourné. Voilà, le mot était posé. En gros, c'est ce qu'a eu ta mère, c'est un cancer. Donc, je lui dis effectivement, c'est le même nom, mais on va faire ce qu'il faut. On va me soigner. Je suis bien prise en charge. Pas d'inquiétude, on va y aller pas à pas. Les choses vont sans doute changer. La vie va être un petit peu bousculée, bouleversée pour tout le monde, mais on va surmonter ça. Céline, comment est-ce que la nouvelle a retenti en toi à cause de l'histoire de ta maman? Je me souviens en fait d'un message que tu m'avais envoyé au tout début. Ouais. Oh, c'était tellement dur et je me disais mais comment est-ce qu'elle va pouvoir garder espoir? Parce Oui. que voilà, tu as oui. été frappée très jeune, elle est partie très jeune. C'est ça. Comment tu as fait? Et puis ta grand-mère aussi avant. Oui, j'ai eu ma grand-mère. Oui. Voilà. Dans le même temps, j'ai même ma meilleure amie qui est décédée. En même temps que ma mère. Enfin, en même temps, sur 3 ans. Sur 3 ans, elles sont toutes parties d'un cancer différent, soit. Donc forcément, pour moi, oui, ça a résonné comme un coup de tonnerre en me disant, j'en ai pour combien de temps? Comment je vais gérer? J'en ai pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'on va me soigner? Est-ce que je vais récidiver? Enfin, voilà, forcément, je me suis posé 1001 questions. Oui. Tu as pu en parler à quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces interrogations Le fait d'en avoir tout de suite parlé au médecin, forcément, elle m'a demandé si j'avais des antécédents. Donc, forcément, de fil en aiguille, on a parlé de tout ça. Il m'a tout de suite proposé une aide psychologique. J'ai été très bien suivie, très bien entourée. C'est ce qui m'a permis de vider mon sac tout de suite, de poser les choses, de m'expliquer, parce que c'est vrai que pour moi, je voyais ça il y a 15 ans aussi, et puis avec des yeux d'adolescente et d'accompagnant, parce qu'on n'a pas le même rôle en tant qu'accompagnant que malade. Donc voilà, donc la psy a été super, m'a vraiment expliqué à dédramatiser, si on peut dire, le traitement. Les choses se sont faites d'elles-mêmes, j'ai réussi à avoir de l'espoir, j'étais quand même très bien entourée, que ce soit par mon mari, ma famille, mes amis. Et je sais pas, j'ai réussi pas à pas à avancer, à aller. Alors évidemment, l'approche de la première chimio a été quand même une source d'angoisse, que ce soit les effets secondaires, que ce soit l'apparence physique, enfin plein de choses m'angoissaient, vraiment. Mais voilà, ça s'est fait de fil en aiguille et j'ai sans doute aussi surmonté ça parce que j'avais cet échappatoire qui était le sport et la course à pied. Voilà, mais est-ce que tu peux nous en parler par rapport à tout ce passé tellement lourd? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as voulu mettre en place pour gérer en fait tout ça? Parce que j'ai l'impression, je veux dire, dans tous tes posts sur Instagram, j'ai vraiment l'impression que c'est ta manière de gérer cette angoisse en fait. Je veux dire, c'était difficile de faire abstraction de ce qui s'est passé. C'est ton espoir en mouvement. Tout à fait, mais et je le dis pour que tout le monde soit à l'aise, c'est ma façon à moi de gérer. Comme n'importe qui pourrait avoir une passion sur plein d'autres choses. Moi, au début, on m'a dit, c'est super, tu vas être arrêté, tu vas pouvoir lire, tu vas pouvoir faire du coloriage, tu vas pouvoir faire des choses que tu ne fais jamais. Bon. Voilà. Moi, on me dit ça, je dis non, moi ça va pas être possible de rester assise, voilà. Enfin, ça va pas être possible par la force des choses. Ça a été possible et je n'ai pas eu le choix à certains moments, mais non, je vais pas pouvoir rester comme ça. Il va falloir que je me bouge, que je donne du sens à ça. Et ça faisait 8-9 ans que je courais et il n'était pas question que je m'arrête parce que pour moi c'est un mode de vie, parce que pour moi c'est mon échappatoire, c'est le moment où le corps et la tête font plus qu'un, où il n'y a plus rien qui ne m'atteint. Quand je rentre d'un footing ou d'une séance au stade, on a l'impression d'avoir pris un shoot de bien-être, quoi. Donc on plane un peu et pour le coup il y a plus rien qui nous atteint. Donc ça me faisait du bien d'avoir ces quelques instants pour moi, ou plus rien, voilà. Même la maladie, je me disais, voilà, finalement, j'arrive à la surpasser comme ça. Ça a été dur. Je vais pas mentir, je vais pas nier. Est-ce que tu peux nous parler, parce que tu courais déjà, tu étais une sportive déjà, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Comment ça s'est passé au début avec les EC? Donc j'imagine que tu as dû quand même accepter de ne pas être capable de faire ce que tu faisais avant. Et j'aimerais qu'on parle en fait de justement cet échappatoire qui peut être en fait, ça peut être plein d'échappatoires, ça peut être tellement différent pour des personnes, mais tu as réussi à trouver ce moyen d'être dans ta bulle. Et je pense que quelque part,
parce que là, tu es en connexion avec la nature et tout ça. On n'est pas obligé de courir pour autant, on peut marcher. On peut marcher. C'est trouver cette espèce de bulle dans laquelle on est bien. Le temps s'arrête. Bon, après, là, c'est vrai qu'en courant, tu as un shoot d'endorphine. Donc ça, c'est quand même, c'est prouvé, c'est bon, mais ça peut être de la marche. Comment ça a été au début avec les EC? Parce qu'on est quand même terrassé par la fatigue. Alors, j'ai pas commencé par un footing après ma toute première EC. Je suis allée marcher 2-3 jours après peut-être. Voilà, parce que je me connaissais pas, je savais pas comment j'allais réagir. Je me sentais pas si mal. J'ai eu pas mal d'effets secondaires, mais je me sentais pas si mal, quoi. Il faisait super beau, c'était au mois d'octobre, et je fais, il faut absolument que j'aille dehors, quoi. Et donc mon mari m'a accompagnée, m'a dit on va marcher seulement. Il m'a raisonné parce que j'aurais peut-être essayé de courir, mais pas longtemps, hein, mais j'aurais peut-être essayé de moi-même. Il m'a dit non, on va marcher. Donc on est allé marcher et il a bien fait parce qu'au bout de, je dirais 1 kilomètre, 2 kilomètres, j'ai dit j'en ai assez. On va rentrer, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai vu le soleil, les couleurs orangées, enfin les couleurs de l'automne, etc. C'était mon shoot à ce moment-là de bien-être et de me dire bah voilà, j'ai pu rechausser mes baskets, j'ai pu remettre ma tenue de running. Rien que ça m'avait fait super plaisir, quoi. Donc en fait, c'était pas forcément l'exercice physique en soi, c'était le lien entre la maladie et ce que je pouvais faire, ne pas mettre cette vie entre parenthèses, quoi. Ne pas mettre mes affaires au placard, en fait, et de me dire bah on verra bien, mais de continuer malgré la difficulté, malgré les effets secondaires, malgré tout ça, j'avais pas envie de faire que du canapé, même si honnêtement, hein, j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup dormi, mais dès que je pouvais, je rechaussais les baskets. Et est-ce que c'est ce sentiment de petite victoire et de petits challenges? En fait, je dis ça parce que voilà, j'ai envie d'ouvrir le champ des possibles et que c'est pas que la course, c'est se poser des petits défis, même tout petits, et en fait se dire je suis dans la vie, j'ai réussi. Comment tu vivais ça, toi? Alors, c'est vrai que c'était mes petites victoires de la journée. Ça pouvait être, en fait, je calculais en fonction de mes chimios. Hein, quand c'était les EC, bon, c'était toutes les 3 semaines. Donc c'est vrai qu'on a la dernière semaine où on se sent mieux. Donc là, j'en profitais un max. Voilà, dans la mesure du possible toujours. Je vais être honnête, hein, au mois de septembre, je n'ai pas repris de licence au stade et je n'ai fait que des footings, pas d'entraînement d'intensité. Là, on parle vraiment de footing plaisir pur et dur, quoi. Il y avait aucune notion de chrono, de performance. Voilà, c'était uniquement pour me faire du bien à moi, à ma tête, à mon corps, et c'est tout. Je n'avais rien à faire de ce qu'on pouvait penser que mes chronos diminuent, même si moi j'ai cette part de challenge en moi, et voilà. Mais en soi, c'était pas. Enfin, j'acceptais au fur et à mesure de diminuer l'allure, de diminuer mes capacités, et ça déjà, enfin c'était énorme pour moi d'accepter ça. Après, j'ai mis en place avec les 12 taxols, comme c'était toutes les semaines, là pareil, je mettais en place, forcément je courais pas le lendemain ou le surlendemain, j'attendais quelques jours, je remettais ça 2-3 jours avant la suivante, quoi, pour toujours avoir ce petit shoot, quoi. Ce shoot et ce challenge. Alors, d'où vient cette... je pense que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance aussi, cet esprit de compétition et ce besoin de challenge, parce que c'est vrai que je t'ai challengée en disant, mais Céline, d'où ça vient cet esprit de compétition et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors plus jeune, j'ai toujours baigné dans le sport. J'ai un papa professeur de PS, un grand-père professeur de PS également, kiné, enfin voilà, toujours dans le sport. J'ai été inscrite très tôt à la gymnastique à l'âge de 3 ans et j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans. Donc voilà, et puis la gym en compétition. Donc toujours quand même l'esprit compétitif, on va pas, mais voilà, ça m'a forgé mon caractère, je pense, ça m'a donné confiance en moi parce que j'en ai quand même pas beaucoup, et on va pas se mentir, plus jeune c'était dur, même d'aller en compétition, de monter sur une poutre devant tout le monde, enfin voilà, les jambes tremblaient, etc. Mais voilà, je pense quand même que ça m'a aidé pour ma vie future à surmonter notamment certaines épreuves qui ont eu lieu après l'arrêt de la gymnastique. Donc voilà, donc cet esprit du challenge, cet esprit de compétition
amateur, hein, et la compétition, c'est envers moi-même, c'est pas envers les autres. Je l'ai toujours eu. On m'a donné ce goût-là. Et j'ai complètement arrêté le sport quand j'avais entre 20 et 25 ans, 26 ans, parce que j'avais plus le temps. Je commençais à travailler, t'es sur Paris, voilà. Et en arrivant en Charente pour des choix tout à fait professionnels, bon bah la vie est plus calme, on va dire, on a plus de temps. Et là, je me suis dit bah il faut que je retrouve une activité sportive, j'en ai besoin. Et c'est là que je me suis mise à la course à pied. Et pour moi, courir, j'arrivais pas à courir 10 minutes à la base. J'étais pas du tout endurante. Et puis finalement, je me suis prise au jeu. Et c'est ce qui a drivé ma vie ici en Charente. C'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer du monde, de me faire une vie sociale autre que le travail. Donc voilà, au-delà du sport, c'est tout ce que ça engendre autour dans sa vie. D'avoir eu pendant la maladie, c'était super important. J'ai beau ne plus être au stade, on prend toujours de mes nouvelles. Enfin, si j'y vais, je suis toujours super bien accueillie. On m'attend, j'ai des messages qui disent on t'attend au stade. Enfin, donc voilà, donc ça fait du bien. C'est moteur, quoi, le sport. Alors, ce que tu m'avais dit aussi, c'est qu'il y avait eu beaucoup de pression, en fait, quand tu étais petite aussi par rapport à cet esprit de compétition. Oui. Alors, est-ce que tu peux en parler aussi? Oui. Alors, il y a eu de la pression que j'ai ressentie. Je peux pas forcément. Je pense que c'était des maladresses de la part de mon papa, voilà, professeur de PS, qui adorait son métier, qui adorait ses élèves, qui était fan d'athlétisme et qui accompagnait ses élèves sur des championnats de France, etc. Et je pense que j'ai fait un transfert, on va dire, et j'avais envie de bien faire pour lui. Et malgré tout, il ne me voyait pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je ressentais. Donc, j'ai toujours eu envie de bien faire, sans doute par rapport à lui. Pas que, mais je pense que c'était ma première motivation, et c'est toujours resté quelque chose d'un petit peu difficile, parce que en grandissant, en étant adolescente, que ce soit le sport, que ce soit l'école, c'était jamais assez bien, on n'était jamais assez bien. Il nous le disait pas comme ça, mais il allait nous dire oh regarde cette personne, enfin j'ai des élèves qui font ça, ou cette personne elle fait ça. Il y avait des comparaisons, c'était toujours très maladroit et on avait toujours l'impression d'être moins bien, alors que on va pas dire qu'on était extraordinaire. Quand je dis on, je parle de mon frère et de ma sœur, j'englobe. On était loin d'être extraordinaire, mais on n'était pas des enfants à problème. On faisait notre petit bonhomme de chemin, et voilà, on méritait peut-être un petit peu plus de reconnaissance, quoi, on va dire. Donc, oui, donc voilà. J'ai l'impression dans cette histoire, alors peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que tu avais parlé d'un manque de reconnaissance et que c'était pas assez bien, mais j'ai l'impression que tu as transformé tout ça en un esprit de compétition, mais qui est très sain, des challenges avec toi-même. Ouais. Est-ce que tu te mets énormément de pression par rapport à tout ce sport, ou c'est simplement, c'est une philosophie de vie et vraiment ça t'a permis de te mettre des petits challenges tous les jours? J'ai l'impression que tu as transformé ça de manière positive, en fait. Oui, de manière très positive. Tous les challenges que je me donne, c'est vraiment par rapport à moi-même. Et alors, quand j'ai commencé la course à pied, on s'améliore très très vite, ça va très vite. Donc on est dans l'euphorie, on veut toujours faire plus. Et là, pour le coup, oui, c'était peut-être plus malsain. Après, j'ai eu ma fille. J'avais déjà mon grand, mais j'ai eu ma fille. J'ai dû m'arrêter et j'ai repris peut-être plus cool. Enfin, je continue à aller m'entraîner, mais dans une autre mentalité. Donc voilà, j'avais 2 enfants à gérer, mon travail à temps plein. En plus, j'ai changé de boulot avec plus de responsabilités. Donc, mais pour moi, c'était important de garder ce sport, mais c'était là pour le coup c'est devenu un lifestyle, quoi. J'avais besoin de ça pour fermer la porte du boulot, fermer la porte de ma vie personnelle, des enfants, des problèmes, et j'allais m'évader sur le stade avec un groupe de runners où la seule préoccupation c'était tes allures, enfin voilà, c'est les conversations de runner, quoi. On va pas parler de ça, mais voilà, pendant 1h30, on ne parle pas de boulot, on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas et ça me faisait du bien. Donc c'était devenu mon moment à moi, mon échappatoire. C'est devenu plus sain. Voilà, c'est devenu. Ouais. On peut être vite entraîné en fait dans une espèce de compétition comme ça, mais j'ouvre cette possibilité en fait, c'est d'avoir vraiment cette petite bulle, cet échappatoire. Alors évidemment, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'art thérapie, ça peut être plein de choses. Plein de choses.
indéniablement, ça fait un bien fou au corps. Et bon, c'est vrai que je suis très 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 branchée maintenant. Tout ce qui est, j'ai enregistré énormément de podcasts sur le sport et le cancer. Enfin, j'ai pas envie de dire le sport parce que c'est l'activité physique et le exactement. cancer, et c'est bouger en fait, bouger et le cancer. Alors, je te fais une confession, je ne le cache pas, j'ai tendance à ne pas bouger et je peux rester vraiment immobile sur ma chaise à écrire, mais je réalise maintenant de plus en plus l'importance de bouger, et je trouve que heureusement que les tabous se lèvent et qu'on nous dit de plus en plus qu'en fait bouger est une arme extraordinaire pendant les traitements et après les traitements. Et donc voilà, j'ai envie de lever les tabous, j'ai envie qu'on en parle, et c'est pour ça que j'avais envie que tu en parles aussi. Alors je crois qu'on ne doit pas tous devenir on doit pas tous faire un marathon, on doit pas tous faire voilà, mais l'importance de bouger son corps, et cette quand tu dis voilà, ma tête et mon corps ne faisaient qu'un, tu sens réellement cette reconnexion au corps? Ouais, vraiment, je saurais pas le décrire. Enfin, voilà, faut le vivre, parce que là, pour le coup, je l'ai pas là, ce moment-là. Enfin, non, mais le shoot d'endorphine, en fait, on doit pas spécialement courir pour autant. On peut faire une marche rapide. Peut y avoir, et puis peut y avoir le shoot d'endorphine. Ça peut être un événement, je sais pas. On a vécu une super soirée, un mariage, quelque chose, et on est dans cette euphorie un peu, quoi. Et c'est ça en fait. C'est le moment où on est au summum du bien-être, quoi. Voilà. Bon, là concrètement, je veux dire, avec le cardiovasculaire et tout ça, il y a quand même, ça se passe réellement au niveau hormonal, mais je pense que vraiment avec de la marche rapide, de la marche nordique, on peut atteindre ce niveau largement, qui fait réellement du vélo, du vélo, de la natation, enfin voilà, tous ces sports-là, mais même je fais aussi des séances de fitness. Même ça me procure, quand je pouvais pas aller courir, je faisais un petit renforcement, quelque chose, ou un yoga, mais rien que ça me procurait du bien-être. Après, j'ai eu quand même, je vais pas le cacher. D'abord, ça va faire 10 mois que la maladie s'est invitée. Au fur et à mesure des mois, vraiment, j'ai diminué. Aujourd'hui, à la fin de mes traitements, j'ai beaucoup de mal. Alors, encore une fois, attention, les chiffres veulent dire tout et n'importe quoi, mais à mon niveau, par rapport à ce que je faisais avant, aujourd'hui, si je cours 5-6 kilomètres, je suis super contente. Voilà, hier, j'y étais courir 5 kilomètres, j'ai dit 5, ça suffira, j'en ai assez, ça m'a largement suffi. Mais j'étais heureuse de l'avoir fait, il faisait beau, j'en ai profité, voilà. Après, j'ai toujours petits objectifs, oui, des petits objectifs. Et ça, j'ai réussi à l'accepter parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément gagné. Et déjà, j'ai eu du mal à accepter arrêter de travailler. Enfin, ça a été des étapes. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ça, parce que justement, tu en avais pas mal parlé, cette acceptation de l'arrêt de travail, acceptation de cette fatigue, acceptation de chemo break. Comment tu vis ton après-cancer? Enfin, tu commences à peine ton après-cancer. Je débute et déjà beaucoup de questions se posent. Donc, je l'appréhende quand même, vraiment. Après, je suis quelqu'un de très angoissé et de très stressé, donc ça, voilà, il y a rien d'incohérent là-dedans. Mais quand même, j'ai mis du temps à accepter d'arrêter de travailler. Donc, j'ai arrêté juste la veille de mon opération, et voilà, quand ils m'ont annoncé qu'il y aurait de la chimio, m'ont dit clairement, on vous laisse pas le choix, parce qu'ils voyaient bien que je voulais travailler. On m'a dit non, on a terminé, on arrête tout, ils vont se passer de vous 1 an. Voilà, aujourd'hui c'est vous et uniquement vous, la priorité c'est vous. Ok. J'ai pendant 4-5 mois continué à regarder beaucoup mes mails, même si je savais que là-bas ça se mettait en place pour le remplacement, etc. Et j'ai continué. Là, j'ai largement décroché, surtout sur la fin de la chimio, où vraiment je n'y arrivais plus. Maintenant, je suis toujours là en soutien, je vais toujours les voir. Enfin, j'ai du mal à décrocher quand même de cette... Mais tu sais, c'est le moteur de beaucoup de femmes aussi, tu sais, et je trouve que c'est bien que tu le dises. Alors, j'étais en contact avec une plateforme, la plateforme Alex, lancée par We Care at Work. Il y a toute une étude comme quoi, voilà, pour certaines femmes, c'est vraiment bien de parler déjà de la reprise pendant le cancer, d'avoir ce moteur, de sentir qu'on n'a pas été complètement mis à l'écart de la société. Ouais. Enfin,
société dans les deux sens du terme, en fait, Oui, société pour dans laquelle les on deux, travaille, tout à fait. Oui. les deux sens du terme. Et donc, c'est bien que tu parles, que tu expliques que ça t'a aidé Ouais. de rester en contact avec eux, d'être encore dans cette action, dans ce mouvement de ce qui se passe dans la boîte. Ouais. Après, Alors, j'ai cette chance aussi d'être dans une entreprise, enfin je suis dans une association, mais peu importe, où il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Enfin, voilà, ça a vraiment été très bien accepté. Ils m'attendent leur retour. Enfin, voilà, je sais très bien et vraiment, j'en suis navrée d'entendre que certaines femmes et hommes, ça se passe pas toujours ça comme ne se ça. passe Oui. pas comme ça. Voilà. Donc, Et quand est-ce que tu vas reprendre ton travail? alors j'ai demandé au médecin à l'heure qu'il est, il m'a dit la question, c'est pas la question. Voilà. Néanmoins, je vais en avoir besoin, mais j'espère avant la fin de l'année 2022. Voilà, vraiment. Ah, donc il t'a encore mis en Ouais, là, arrêt il m'a pendant. arrêté jusqu'à mi-septembre. Après, il m'a dit, on va voir l'hormonothérapie, etc. Mais il a tout à fait entendu que j'avais besoin de reprendre. Donc c'est plutôt c'est plutôt toi qui lui dis allez, on y Ouais, va. Et ouais. lui il te freine un petit peu. Il me freine un Comment peu maintenant. Je lui dis que j'ai quelques angoisses, donc c'est peut-être ça qui le freine un petit peu. Voilà. quelles sont tes angoisses par rapport au retour au travail? Déjà, j'ai quand même beaucoup de problèmes cognitifs. Donc ça, c'est pas un secret, qu'après la Est-ce que tu peux chimio, nous expliquer un petit peu donc des pertes de mémoire perte de mémoire, beaucoup de mal à me concentrer, beaucoup de mal à faire plusieurs choses à la fois. Le brouhaha me fait, je perds mes moyens en fait. Dans une conversation, s'il y a plusieurs personnes qui parlent ou qui me coupent la parole, je vais être là et je vais le dire clairement. Je vais dire stop. Faut pas me couper la parole, sinon je sais plus. Donc bon voilà. Et dans le travail, j'ai un poste à responsabilité. Je suis responsable financière de l'établissement. Donc j'ai pas mal de publics en face de moi, différents publics qu'il faut gérer différemment. Des va-et-vient dans le bureau, les mails, le téléphone, les réunions. Enfin bref, ce qu'on connaît quoi. Rien de fou en soi. Mais là, j'ai l'impression que je vais être submergée. Mais donc ce médecin conseil est de bons conseils justement Ouais. en te freinant un petit peu parce que c'est vrai que ce serait je l'entends de pas mal de femmes qui reprennent trop tôt et qui se sentent complètement submergées. Donc en fait, il y a quand même un équilibre entre ce que tu veux et ce qui est faisable. Et donc tu peux parler de tes angoisses. Oui, je peux. Et commencer par un mi-temps commencer tout doucement pour essayer. Oui, je pense que ce sera la solution de toute façon. Mais voilà, je lui ai dit j'ai peur d'un retour raté et j'ai peur de l'échec. Donc tout ça se rejoint. La frustration que ça va engendrer, la perte de confiance en soi et tout. Enfin voilà, et le cheminement qui fait que le retour sera raté quoi. Enfin pour moi en tout cas, ça aura une forme de raté. Même si je vais entendre sans cesse par mon chef, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout gérer. C'est ce qu'il me disait déjà avant. Je sais pas comment je vais l'accepter là. Donc voilà, c'est un petit chemin à faire. On continue à en parler, on continue à agir dessus. Et j'ai très envie de reprendre, ça c'est indéniable. Donc déjà c'est bien d'avoir cette envie de retour. Céline, je sais que tu voulais nous parler de ce sentiment d'imposteur que tu as ressenti justement parce que tu courais et voilà. Je te laisse nous expliquer. Oui, j'ai eu ce sentiment. Déjà j'ai arrêté de travailler et je continue à courir. Donc forcément, j'avais ce sentiment qu'on allait penser de moi, oui, en fait, t'arrives à aller courir, t'es pas si malade que ça. Tu t'arrêtes de travailler, mais t'arrives à aller courir. C'était un vrai sentiment, une vraie peur qu'on me voit comme quelqu'un, en fait, ça a l'air d'aller, quoi. Ton cancer, il doit pas être si grave que ça. Donc voilà, donc je voudrais vraiment le dire quoi, c'est complètement différent. Enfin, la course à pied était un sentiment de bien-être. Donc c'était une façon comme quelqu'un qui va faire effectivement de l'acupuncture, de la réflexologie, des massages, enfin plein de choses. Moi, c'était mon moment à moi de plaisir et de détente. Donc c'était en aucun cas pour mettre qui que ce soit en porte-à-faux ou qu'on me juge sur le fait que ma maladie n'était pas réelle, quoi. Voilà. Mais est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as perçu? J'ai pu l'entendre gentiment. Il n'y a jamais eu de manière peut-être un peu détournée. J'ai eu quelques messages par moment, mais
pareil, jamais très méchant. Enfin, moi, j'ai jamais de message très méchant sur Instagram, donc voilà. Mais non, mais moi je trouve que c'est justement, enfin voilà. Après les gens, peut-être que les gens étaient dans la comparaison et que c'est peut-être pas évident pour certains, mais je trouvais que c'était plutôt un message d'espoir en fait, de voir qu'il y avait moyen de bouger, de se mettre. Alors bon, il y a des chimios qui sont terriblement terrassantes, mais c'était plus cet espoir en mouvement, te sentir dans la vie, te sentir mettre ces petits challenges en ne niant jamais la difficulté du réel. Jamais. Et tu le fais encore bien là maintenant, mais c'est bien que tu en parles parce que si tu l'as ressenti, tu dois certainement pas être la seule. Non, j'ai une de mes très bonnes amies ici qui m'a dit, et ça c'était plutôt, enfin je l'ai même plutôt pris pour un compliment. C'est quelqu'un qui court. D'ailleurs, c'est elle qui m'a mise à la course à pied. Elle m'a dit, elle m'a vraiment beaucoup accompagnée et voilà, elle trouvait ça extraordinaire que je puisse continuer à courir, de faire quelques petites courses officielles. Voilà, j'ai fait 1 10 km avec ma sœur, j'ai fait des petits trails avec elle, mais vraiment des petites distances, des petits challenges comme ça. Et elle me dit, mais moi, si je devais être malade, si je devais tomber malade, je sais pas si j'arriverais à faire tout ça. Enfin, et pourtant je cours, donc j'arrive pas à m'imaginer. Donc, enfin voilà, je trouvais que c'était dit. Là, j'avais pas le sentiment d'être un imposteur, mais j'avais plutôt l'impression, bah en fait c'est super ce que tu fais, quoi. J'ai l'impression quand même que la maladie est plus forte que ça, et pourtant toi t'arrives à mettre, à faire, enfin la contrecarrer par ça, quoi. On a des ressources insoupçonnables et insoupçonnées, hein. On va pas le. Bon, Céline, on a couvert pas mal de sujets. Il y a toujours un petit peu la question piège. Comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast? Eh bien, j'aimerais le clôturer, peut-être en parlant de mes projets futurs après maladie. Je ne sais pas quand sera enfin, je suis dans l'après, mais quand est-ce que je vais pouvoir reprendre entre guillemets le cours de ma vie normale. Voilà, j'ai plein. On a toujours un petit peu de mal avec le mot normal. On sait pas si ça redeviendra normal. En tout cas, essayer qu'elle soit la plus différente. Voilà, exactement, différente, mais quand même avec plein de projets en tête. Donc, déjà comme on a dit, la reprise du travail, mais voilà, des courses à pied des courses qui me tiennent à cœur. Je voudrais faire le marathon de Paris, refaire le marathon de Paris, qui était pour moi prévu. Enfin, je l'ai fait en 2016 et je m'étais réengagée en 2020. Bon, le Covid m'en a empêché. Il a été reporté à plusieurs dates et là où il s'est réalisé au mois d'octobre 2021, je ne pouvais pas. J'étais à 4 jours de ma première chimio, donc je n'ai pas pu me réengager sur ce marathon. Par contre, j'ai pu me réengager sur le Semi de Paris. Parce que le Semi de Paris était également prévu au mois de mars 2020 et il a été annulé la veille de la course suite à la situation sanitaire. Donc ça avait été une vraie frustration parce que là j'étais à fond. Je me préparais justement pour le marathon, donc voilà, c'était la suite logique. Et donc pas de semi-marathon, reporté, etc. Et la date se fixe au 5 septembre 2021. Bon là je me réengage sans problème, hein. Ça faisait déjà 6 mois que je l'avais en tête. Puis arrive ce qui arrive, je vais voir mon médecin ce fameux 13 août. Il m'annonce donc cette maladie. Je reste un peu évidemment en état de sidération comme tout le monde. Et ma première réaction a été de lui dire très très bien. J'ai une course. Voilà, c'est ça. Il m'expliquait en fait le déroulement, le cheminement. Là, c'était mon gynéco, donc il m'expliquait ça et il me disait voilà, on va vous opérer assez vite, fin août, début septembre, ce serait bien. Donc c'est là que je le regarde et que je lui dis très bien, mais moi je cours le 5 septembre. Donc il comprend pas très bien ce que je dis. Je dis oui, voilà, je vous explique. Moi, je suis engagée sur le Semi de Paris. C'est le Semi de Paris du 1er mars 2020. Il n'est pas question que je le loupe. J'ai été trop frustrée. C'est pas l'annonce de cette maladie qui va m'empêcher encore une fois de faire ce Semi de Paris. Donc il rigole, c'est quelqu'un qui est sportif, il sait que je cours. Donc il y avait pas de souci sur ça. Il me dit alors écoutez, c'est pas moi qui vais vous suivre sur toute la suite des traitements, je vais vous envoyer voir mon confrère. On va voir ce qu'on peut faire, si on lui explique, il n'y aura pas de souci. Donc il rigolait un petit peu, et il m'envoie voir son confrère tout de suite dans la foulée. On passe 2 heures à ce qu'il m'explique tout. Le chirurgien m'explique beaucoup de choses. Mon mari était là. Et du coup, à la fin, je lui dis, bon, très bien, mais question de délai, ça nous emmène où?
Et il me dit, ben justement, je vois sur mon téléphone que le docteur F m'envoie des petits smileys avec des petits coureurs, etc. Ça veut dire quoi exactement? Donc c'est là que je lui explique que je veux absolument courir mon semi-marathon le 5 septembre, qui ne m'en empêchera pas, et qu'après je serai toute oui pour tout le reste et que je serai prête à faire tout ce qu'il me dira, mais que je veux absolument courir et commencer ou terminer, je sais pas, là-dessus. Et voilà, et j'ai pris le départ ce 5 septembre 2021 à Paris, et ça a été super de passer la ligne et de me dire que 3 jours après, je me faisais opérer. Waouh, moi je trouve ça hyper symbolique et vraiment une espèce de victoire. Ouais, je suis plus forte que cette annonce. Ce cancer va pas me terrasser. C'est ça. Et j'aime bien la flexibilité des médecins. Alors, je t'avoue que ça me parle fort pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait aussi Marielle qui est passée sur le podcast, qui a demandé si elle pouvait d'abord faire sa nage dans la Garonne avant. Et donc, elle a dit, je fais ma nage avant. C'est pas cette, non, je sais plus voilà, tu vois, ça c'est le chemo brain aussi, mais c'était du même ordre. Et moi, c'était aussi, je veux faire un voyage avant le début de la chimio. Et donc, ils ont été assez flexibles aussi. Ouais. Et message important, parce que parfois, on n'est pas à 3-4 jours près. Et donc, si c'est tellement important pour la patiente, ben, autant le dire et voir ce qui est possible. Donc, merci pour cette anecdote, qui est pas une petite anecdote. Je trouve qu'elle est très, très symbolique et très, très forte. Ouais, ça a marqué vraiment le début pour moi, ça a vraiment marqué le début de cette année si particulière, en fait. Et en plus en courant, avec un shoot d'endorphine, je vais aller au combat. Ouais. Vraiment, Céline, merci de tout cœur pour ce beau partage. Merci à toi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'un jour courir ensemble. Tu vois, sur une petite course, il y en a tellement. C'est vrai que une petite course. Alors j'ai entendu qu'il y avait la Parisienne le 11 septembre. Je crois que c'est juste 6-7 kilomètres, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ce sont des petits. On peut même marcher, on peut même trotter. Oui. Et donc je pense que je vais le faire avec la pharmacie FL Commerce là, qui est très très engagée. Ouais. Et la Camille, faire une équipe et me dire voilà. Voilà, donc, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire aussi pour ces causes-là, quoi. C'est vrai que exactement. Et même en marchant, hein, pourquoi pas. Et même en marchant, complètement. Voilà. Merci Céline, merci de tout cœur. Je te fais des gros bisous. Oui, plein de gros bisous et vraiment merci encore pour cet accueil. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!